Bienvenue en phénomène d'échange 1, GCH 200, pour notre troisième géométrie dans laquelle on va faire des bilans de quantité de mouvement. Cette géométrie-là, c'est la suivante, l'écoulement dans une conduite annulaire. Une conduite annulaire, c'est une conduite où il y a une section à l'intérieur du cylindre qui est bloquée. On pourrait imaginer deux conduites, une à l'intérieur de l'autre. Et l'écoulement que l'on regarde, c'est l'écoulement dans l'anneau entre les deux ici. Donc, on voit déjà un peu le résultat ici. On va le développer. On voit que kappa R, c'est le rayon interne de ma conduite. Euh, le grand R, c'est le rayon de la deuxième conduite, celle qui englobe. Lambda R, ça semble être la position où le taux de cisaillement est zéro et où la vitesse est maximale, ce qui correspond à bon, pour faire des bilans maintenant, vu que c'est exactement la même géométrie, cette géométrie-là est identique à la géométrie de la conduite circulaire de la section 2-3. On va donc avoir une coquille cylindrique ici et on se rend compte que le résultat va être exactement identique. Les conditions limites vont changer, mais le résultat va être identique parce que la géométrie est la même. La différence, c'est que l'orientation de Z est pas la même. Ça va avoir un effet juste dans la façon dont on va poser la pression par rapport à la hauteur. Okay? Donc, le résultat, si vous retournez à la section 2.3, vous allez voir qu'on est arrivé à ce résultat-là après notre bilan. La seule petite différence ici, c'est qu'on ajoute ρg0 et on ajoute ρgl au lieu de le soustraire. Et la seule raison, c'est que la gravité est dans le sens contraire ici. Quand la gravité est de sens contraire, on ajoute le terme ρg. Quand elle est dans le même sens, on soustrait le terme ρg. Donc, on arrive exactement à la même équation, la même expression que l'on a obtenue dans la section 2.3. Vu qu'on a obtenu on a la même équation, on va obtenir la même intégrale. Une petite différence ici, c'est que le C1 ne sera pas déterminé de la même façon. Et là, j'attire votre attention sur une chose, c'est que l'auteur Bird fait à partir d'ici, à partir de l'équation 242, une petite différence par rapport à ce que moi je fais dans les notebooks. Ici, Bird fait ça pour se simplifier la vie. Il va dire quoi? Il va faire l'hypothèse suivante. Il va dire, effectivement, C1 ne peut pas le déterminer tout de suite, mais on sait qu'il y a un endroit, sûrement, il y a un endroit où la vitesse est maximale. Donc, il y a un endroit quelque part à l'intérieur ici où le taux de cisaillement est zéro, parce que la vitesse est maximale. Il dit, donc, cet endroit-là, on ne le connaît pas, mais au lieu de déterminer C1, en fait, on va remplacer C1 par la valeur de ce lambda-là, de façon détournée un peu. On va se servir de ce lambda-là pour déterminer C1. Donc, on va éliminer C1, mais on va introduire une nouvelle inconnue qui est lambda. Vous voyez, ça, c'est pas tordu, c'est normal, c'est logique, c'est élégant même. Mais si vous regardez le notebook dans lequel je développe cette section-là, vous allez voir que moi, je ne la fais pas. Je ne la fais pas pourquoi? Parce que le travail d'analyse, de manipulation mathématique qui est fait par la suite ici, que je ne développerai pas beaucoup, là, je le développe dans le notebook et je ne fais pas cette hypothèse-là parce qu'après ça, c'est SymPy qui fait le développement. Okay? Je n'ai pas à faire ces manipulations-là, donc je laisse la machine, l'ordinateur le faire. Donc, vous voyez, il introduit son petit lambda et ensuite, vu qu'on a lambda qui est la constante C1 modifiée, là, on continue, on introduit la loi de Newton et on continue, on obtient un profil et on va aller chercher à partir à partir de la vitesse et de lambda, on va obtenir nos deux constantes. Et vous voyez ici, il obtient deux équations à deux inconnues pour déterminer ces constantes C2 et non pas la constante C1, mais la constante lambda, dans laquelle apparaît d'une façon cachée la constante C1. Il résout ça et il obtient ces deux constantes. Vous allez voir que moi, ce que je fais dans le notebook, c'est que simplement, je dis C1 et C2 et je demande à SymPy, solutionne-moi ça et il me le solutionne. Je ne regarde pas comment il le fait, je ne le fais pas là. D'accord? Donc, pour compléter la section 2.4,
je vous conseille fortement d'aller voir le développement que je fais dans le notebook.